à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bat Reviews consacré à nos lectures Batman, forcément, du mois d'octobre 2020 paru chez Urban Comics. Pour m'accompagner sur ce podcast, deux membres de la team avec Alexandra. Salut tout le monde. Mais aussi Siegfried. Bonjour à tous. Et bien sûr, moi c'est Nico, vous avez l'habitude de m'entendre sur les podcasts Batman Legend et on entame de suite notre podcast avec la lecture, une grosse lecture même j'ai envie de dire, puisque c'est la suite du White Knight de Sean Gordon Murphy, c'est Batman Curse of the White Knight, c'est Alexandra qui va nous le présenter. Exactement, donc tu fais bien de le lire, c'est une suite, donc c'est important de le lire après en tout cas. Donc Sean Murphy continue l'idée qu'il avait eue, qu'il a lancée avec Batman White Knight, de faire des focus sur des personnages de Batman et surtout une réécriture. Et pas n'importe quelle réécriture, une très belle réécriture. Moi j'ai plutôt été très très conquise par Batman White Knight, même si évidemment il y a toujours des choses qui ne vont pas, mais là c'est excellent. On retrouve du coup comme personnage entre guillemets principal Batman et Jean-Paul Vallée alias Azrael dans ce numéro. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on va aussi avoir le retour des fameuses origines des Wayne. Donc on revient un peu à la famille, à qu'est-ce qui se passe derrière l'énorme entreprise Wayne, parce que c'est aussi ça Batman, c'est une entreprise familiale, c'est une entreprise qui va à toute la ville. J'aime beaucoup le regard de Sean Murphy sur ça, où il va un petit peu plus loin. Donc là, on revient un peu à des origines vampiriques. Moi, j'aime beaucoup les vampires, donc ça m'allait tout à fait. Sur ces deux points, voilà, deux points principaux qui rythment le récit. Ils sont très bons, mais je peux le dire aussi qu'ils sont un peu entre guillemets secondaires. On voit finalement très peu Jean-Paul Vallée. Moi, ça m'a pas gâché la lecture parce que je reste énormément fan de Sean Murphy. Je reste très très fan de Matt Hollingsworth. Je ne sais pas prononcer son nom, mais je l'aime beaucoup. qui fait un merveilleux dessin au niveau des couleurs et Ouais, c'est le coloriste, c'est ça. c'est ça, c'est le coloriste. Je pense que c'est quand même important de le dire. Il y a toujours Oui, tout à fait. la proposition d'avoir le récit en noir et blanc parce que c'est Sean Murphy et parce qu'il est très doué sur ça. Mais n'hésitez pas aussi à aller sur la couleur qui apporte une plus-value. Justement sur la plus-value, comme je disais, pour moi on voit pas trop Azrael, même s'il reste important. Par contre, le personnage d'Harley Quinn, et je dis pas ça parce que je suis fan d'Harley Quinn, parce que on en parlait en off, mais la série Rebirth est très mauvaise, je ne la lis plus. Mais Harley Quinn est très très intéressante et il y a une très belle liaison, mais enfin c'est pas sous-entendre relation amoureuse, mais voilà une entraide qui se passe avec Batman que j'arrive pas à voir ailleurs, qui est très bien écrite, où vraiment on a l'impression de revenir je sais pas, à quelque chose de plus essentiel, à quelque chose de plus humain en fait. Je l'ai trouvé Batman très humain, j'ai trouvé Harley Quinn très humain et je les ai trouvés très beaux dans leur histoire. Moi je veux pas faire de spoil parce que je trouve que c'est un récit qui mérite pas du tout le spoil pour le coup. Et voilà, on revient un peu sur la mythologie du Chevalier Noir, on revient un peu sur les origines et les personnages comme Harley Quinn aussi que Batgirl sont très bien exploités. Donc j'aime beaucoup. Pour moi, c'est sur la même régularité que le premier et j'ai hâte de lire la suite. Il réussit pour moi le pari d'une réécriture de toute une histoire de Batman correcte. Et je pense que le pari n'est pas facile. C'est aussi ton avis, Siegfried? T'as été emballé par ce Curse of the White Knight? Un peu moins qu'Alexandra. Bon, déjà, Mm. on est entièrement d'accord sur les couleurs. Matt Sport fait un travail absolument de fou. Et clairement, je préfère mille fois, comme pour White Knight, la version colorisée à la version noir et blanc. Moi, c'est aussi mon avis, ouais. Elle met bien en valeur le trait de Sean Murphy, mais franchement, de la version en couleur, le trait de Sean Murphy est déjà très bien mis en couleur. On n'est pas du tout dans le genre de colorisation qui efface le trait à l'origine, le trait d'origine du dessinateur. Donc là, on a vraiment un dessinateur sublime avec un coloriste sublime, et ça serait vraiment dommage de s'en passer. À moins d'être un puriste, de vouloir à la fois le noir et blanc et la couleur, mais uniquement le noir et blanc, c'est vraiment perdre quelque chose, et un artiste qui est un des plus grands coloristes contemporains, ça serait vraiment dommage de passer à côté. Et Sean Murphy, à mon avis, fait le meilleur taf qu'il ait jamais fait sur un comics.
pour moi, c'est un cran encore au-dessus de White Knight et c'est clairement mieux que tout ce qu'il avait fait auparavant ou à côté, que les Tokyo Ghost, ces trucs avec Millard, etc. Enfin, c'est vraiment, il est absolument sublime. Il parvient vraiment à créer des ambiances pour chacun de ses dessins qui sont assez folles. Il joue notamment grâce à Azrael beaucoup sur le feu, donc des teintes orangées, y compris sur les arrière-plans, et vraiment ça marche, ça marche à fond. Sur le scénario, je suis un peu moins convaincu, mais ça c'est assez régulier avec Sean Murphy. Et pour le coup, sur le scénario, je trouvais peut-être un cran en dessous de White Knight, qui m'avait pas non plus complètement emballé à 100%, mais quand même que j'avais bien aimé, qui avait beaucoup de bonnes idées. Là, je trouve que les idées sont un peu moins bonnes. En fait, si on ne prend que le scénario et que les twists, les personnages, etc., c'est un scénario assez commun de trucs de Batman où bon le scénariste a un petit délire dont on va revenir sur le passé des Wayne, mais à part ça c'est pas extrêmement original. Il y a une espèce d'énigme sur qu'est-ce que telle personne, à qui appartient tel squelette qu'on a trouvé dans telle cave et qu'est-ce qu'il a écrit en lettres de sang, mais en fait enfin c'est pas très intéressant. C'est intéressant pour ce que ça implique pour les personnages, mais il n'y a pas de vraie enquête de détective pour découvrir ça. Ça tombe un peu en claquant des Mais je doigts. me souviens que tu avais dit ça pour le premier numéro aussi, qu'au final, en termes de scénario et d'histoire pure, c'est commun. Mais sa force ajoutée, c'est qu'il apporte du nouveau aussi. Enfin, C'est commun, mais c'est pas commun, tu vois. Mais non, mais c'est nouveau dans tout le pan de lecture que tu peux avoir autour de Batman quand même. Après, là où il est fort, c'est dans l'ambiance qu'il arrive à représenter, et puis surtout sa version de Gotham est atypique et est unique. Enfin, c'est une version qu'on ne voit pas ailleurs, et que ce soit. Ouais, justement, je trouve qu'il va un peu loin pour affirmer sa liberté. Autant dans le premier, c'était intéressant parce qu'on avait un Elseworld où il était intéressant de voir l'univers de Gotham tel qu'on le connaissait et la manière dont Sean Murphy réinventait un peu sa propre mythologie. Autant là, on est dans du délire complet de scénariste qui nous balance à la tronche toutes les 2 pages. C'est mon univers, je fais ce que je veux, et qui va nous massacrer des personnages. Ouais. Tu pas tout, non, mais je ne dis aucun nom, mais parmi les gentils et les méchants, ça va être l'hécatombe. Et enfin, il y a énormément de choses qui vont changer. Il y a un personnage qui va avoir des enfants. Il y a plein de personnages hyper importants ou moins importants qui vont mourir. Enfin, il annonce, enfin, il tease un troisième opus qui viendrait probablement conclure la trilogie, parce que franchement, on voit pas ce qu'il ferait après une trilogie quand il aura déjà massacré tout le monde. Mais là, déjà, avec tous les personnages qu'il a fait disparaître, on se demande un peu ce qu'il va faire dans le troisième. Enfin, ça va un peu loin et c'est parfois un peu gratuit. Franchement, il y a un moment où il y a peut-être une douzaine de personnages importants qui meurent en littéralement 2 pages. Ouais, enfin, on sent un peu trop le scénariste qui veut surtout affirmer sa patte et sa liberté de faire ce qu'il veut dans son récit, dans son petit récit, plus que ça n'est vraiment justifié par le scénario et ça n'élève pas vraiment. Moi, je trouve que ça peut être justifié aussi parce que quand tu vois le personnage de, ouais, c'est vrai, il y a une petite touche Tom Taylor, mais je veux dire par là, c'est un peu justifié aussi dans le scénario parce que l'approche du personnage qui est donnée à Azrael vient le justifier d'une certaine manière, c'est-à-dire que, et puis c'était un peu l'idée de base du Azrael qu'on a connu bon à l'époque du Knightfall, mais justement ce Batman qui est violent, qui a pas de peur de tuer parce que ben voilà, il fait ce qu'il a à faire, et là on se retrouve avec un Batman Azrael dans cette lignée-là et qui a pas peur d'aller jusqu'au bout de son idée, tu vois. Tout à fait, après, c'est vrai que ça fait beaucoup parce que tu te dis bon, mais en même temps, il assume son univers jusqu'au bout, tu vois, il a pas peur de tuer, puis tant pis. Et du coup, parce que des fois on se plaint justement dans ce genre de récit, quand c'est dans la continuité, ben c'est trop plat parce qu'on a peur, on peut pas tuer les persos, on peut pas aller jusque là, on sait que de toute façon une mort dans les comics c'est pas vraiment une mort, etc., etc. Et là, pour une fois qu'il y a un auteur qui met son univers en place, qui ose aller jusqu'au bout du bout de son idée, moi je dis c'est bien, tu vois. Ouais, mais justement dans White Knight, on sait surtout ce qu'on lit en fait. On sait pourquoi on lit Sean Murphy, on sait que il a pris des décisions, qu'il a, comme je disais tout à l'heure, il est sur une réécriture. Donc à partir du moment où tu me justifies un minimum les morts et là où tu veux aller, moi ça me va. Moi je vois tout de suite où il veut aller. Où ça me plaît autant au scénario que au dessin. Donc moi je dis oui. Oui, je suis tout à fait d'accord. Simplement, il y a des fois où je trouvais que c'était pas si justifié, qu'il en faisait trop. Par exemple, le White Knight, pour moi, arrivait vraiment à un parfait juste milieu de réinvention, de récapitulation de la mythologie et de quand même fidélité à Batman. Là, il transforme tout l'univers et je sais pas. J'ai parfois eu l'impression que c'était vraiment plus pour affirmer sa patte sur l'univers que pour vraiment écrire quelque chose, parce que enfin on parle tous du même épisode d'Azrael qui dézingue plein de super vilains au même moment. Ben
quand on le voyait dans le post-Nightfall, Azrael, quand il allait attaquer des méchants, il allait les attaquer dans la rue, il faisait la justice de Batman et il la faisait de façon expéditive. Là, Azrael va visiter une prison, il massacre tout le monde. Ben, tout Ouais, à mais coup, par rapport à l'approche qu'on te présente du personnage oui, avant, c'est pas Ouais, il est présenté incohérent, très ça. fou, hein. C'est Il est pas oui, présenté, non, mais incohérent. bien sûr, mais si on te pose un personnage, une espèce de justicier fou, moi je préfère le voir traquer les super vilains dans les rues, les criminels et les tuer, que de le voir visiter une prison et 2 pages après, ça y est, il a dézingué l'intégralité des personnes qui étaient là. C'est moins intéressant et comme tu le disais, Alexandra, finalement, Azrael, ça reste un personnage assez secondaire. Ça, à Oui. part que bon, il est un peu taré, enfin, il a pas de vrai background, il a pas de vraie psychologie, de vraie motivation. Enfin, il se prend pour Batman, il veut purifier le monde. Enfin, c'est dit en 2 pages. On se fiche un peu d'Azrael et du coup, c'est un peu expéditif d'utiliser un personnage qui n'est pas si important, qui est plus là finalement pour bouleverser la mythologie de Batman plus que pour apporter quelque chose en tant que en lui-même. C'est un peu too much d'en faire l'instrument d'un Oui, tel bouleversement alors que le personnage en lui-même n'est pas si intéressant. Ça serait Ouais, mais intéressant justement, si comme tu a dis, servi le c'est un personnage. instrument. Oui, mais Justement, comme tu dis, c'est un instrument, c'est une arme. En fait, moi, je l'ai complètement vu comme ça. C'est vrai qu'il y avait ce côté où, moi, je trouve qu'il est assez secondaire par moment, et j'étais plus intriguée sur d'autres, euh, d'autres arcs de l'histoire. Mais pour moi, ouais, c'est une arme, c'est une machine de guerre. Et donc, la scène dans la prison, moi, je me suis dit, bah, ok, de toute façon, il est taré. Donc, oui, je prends. Mais ouais, je ouais, mais comprends aussi ton point de vue. Je comprends aussi. je préfère, quitte à faire des bains de sang, je préfère que ça soit des méchants qui sont intéressants qui les fassent, parce que je trouve que c'est d'autant mieux justifié dans un scénario que ça approfondit un personnage, alors que là, bon, ça approfondit pas grand chose, et ça fait juste, ça bouleverse juste l'univers pour le plaisir de le bouleverser, mais bon, je comprends vos points de vue, et bon, ça reste un comics assez intéressant, mais voilà. Personnellement, j'ai été un peu plus nuancé sur l'ensemble, et il y a un interlude dont on n'a pas parlé Oui. Van Fries, qui est dessiné par Klaus Janson, donc il se trouve en plein milieu entre le numéro 6 et le numéro 7, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, donc scénarisé par Murphy mais dessiné par Klaus Janson, et bon, franchement j'ai trouvé ça un peu sans intérêt. Déjà Klaus Janson, qui est généralement un très bon dessinateur, là est vraiment en petite forme. Mais bon, ben c'est une histoire de le baron von Fries c'était un nazi, et puis il faut sauver des juifs, et puis une amitié trahie. Enfin, c'est un truc un peu commun balancé en 20 pages. C'est pas le genre de truc qui approfondit bien la mythologie. J'attends beaucoup plus le Sean Murphy, enfin qui là a écrit avec son épouse un Harley Quinn qui lui commence vraiment très très bien, et ça c'est vraiment beaucoup plus prometteur que ce truc là qui pour en tant que premier spin-off du Murphyverse c'est quand même un peu faiblard. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé. Je l'ai passé très vite. Je l'ai lu très vite parce que ça m'intéressait pas et que j'étais, bah oui, j'en ai pas parlé, mais j'étais coupée dans ma lecture. Donc, je trouvais que c'était pas, j'ai lu, mais vite, pour C'est vrai que aller c'est à la assez suite. surprenant de le trouver là, entre le En plein sixième et milieu, le ouais. septième chapitre. Après, bon, il expliquait derrière, au niveau de l'édition d'Urban, à la fin, il expliquait que justement, je sais pas si c'est l'auteur ou je sais pas qui disait que il se placerait plutôt là parce que par rapport aux événements qui se passent dans l'histoire, c'est le seul moment où on peut le placer entre guillemets. Après, on aurait très bien pu le mettre à la fin, voilà. Ouais, je suis Mais d'accord. il est Je plus là pense que ça pour méritait d'être à la fin. compléter l'ouvrage et dire voilà, on nous présente tout ce qu'a fait Murphy à ce moment-là dans son Batverse. Mais c'est vrai que ça vient rien apporter de grandiose à l'histoire principale. Oh, puis même Euh, l'histoire n'existerait pas, ça me choquerait pas plus que ça. Là pour le coup en oui, tant oui, que oui. enfin Non, mais Murphy en fait, moi, c'est un peu le truc que tu peux avoir dans certains comics à la fin, des histoires supplémentaires qui viennent agrandir un peu la mythologie de l'auteur. Moi, j'aurais plus calé ça à la fin. Voilà, mon plein milieu comme ça, j'ai pas compris le choix scénaristique, quoi. bah c'est Ou surtout que éditorial, pire, il me plus semble éditorial. qu'on voit le médaillon dans les fascicules 7 ou 8, et du coup il fallait qu'on voit d'où vient le médaillon Ouais, c'est ça. Hmm. dans, C'est dans ça. l'histoire C'est de Ah Von ça. oui. Fries. C'est ça. Mais enfin, voilà, moi Hmm. ce que je trouve le plus dommage, c'est que bon, c'est le premier spin-off du Murphyverse, donc c'était quand même un geste fort, c'était vraiment montrer, j'ai ma continuité à moi, et en plus je fais des spin-offs de ma continuité, donc je deviens vraiment maître de mon propre univers, et que ça soit juste pour raconter ça, une histoire un peu commune, en plus dans le passé, enfin ça raconte pas grand-chose sur un personnage dont on se fiche un petit peu, ça coupe la continuité, et c'est pas très bien dessiné, enfin c'est Ah, dispensable, c'est ouais, bien de l'avoir dans après cet ça peut. opus-là pour les Ouais. complétionnistes, mais franchement en tant qu'histoire c'est dispensable, et Oui, voilà, c'est vrai que c'est plus pour l'aspect complétiste, comme tu dis, du truc, mais après, à côté de ça, c'est vrai que ça vient aussi apporter un petit comment dire, un petit point de fixation en plus sur pourquoi
il y a une relation particulière dès le premier Batman White Knight entre Freeze et Batman, et pourquoi il se retrouve finalement à venir aider Batman pour essayer de sauver Alfred. Là, on parle du premier White Knight, mais Ouais, mais la voilà, tu question, vois. c'est pourquoi tu le mets en plein milieu du comics, quoi. Ouais, bah ça, bah, comme le disait Ça. Siegfried, c'est parce qu'on voit le médaillon à la fin et qu'il Ouais, fallait mais qu'on puisse comprendre pourquoi ce médaillon avait de l'importance à ce moment-là du récit pour Batman. Mais bon, effectivement, c'est un peu surprenant, ça nous sort un peu du récit et c'est pas une histoire qui est indispensable. Mais bon, voilà. Après, ça vient compléter un petit peu le Murphyverse dans ce tome-là, quoi. Si on a fini avec Curse of the White Knight, je vous propose de changer un peu d'univers et d'être dans un univers un petit peu plus joyeux, un petit peu plus sympathique avec Batman, les Contes de Gotham. Siegfried, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je sais que tu nous le vends depuis plusieurs podcasts. Ouais, je crois que c'est en parler pour la première fois dans les lectures de l'été. On peut peut-être C'est tromper sur ça, les ouais. lectures de l'été. Ouais. Et bon, parce que c'est un comics que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est scénarisé par Derek Fridolf, c'est dessiné par Dustin Nguyen. Donc c'est le même qui avait fait les Lille Gotham. Ça s'appelait Lille Gotham en français? Oui, Non, Little Gotham. Little Gotham en Gotham. français, c'est ça, Little Little Gotham en Gotham. Ouais, anglais, Little c'est Gotham en ça. français, qui étaient donc des espèces d'urban kids avec des dessins extrêmement enfantins, de personnages un peu kawaii, des petits personnages à grosse tête pour tous les super-héros, et donc c'était vraiment quelque chose d'absolument adorable. Enfin, vous voyez le trait de Dustin Nguyen qui a un style enfantin, un peu éthéré, un peu rose, vraiment adorable. Très Et là, pastel. Les ouais, couleurs voilà, c'est pastel tout à aussi. fait. Et là, je trouve qu'il monte, enfin, c'est vraiment un cran au-dessus, c'est vraiment formidable. C'est quatre petits contes de fées, enfin, quatre petites histoires de fées plutôt, puisqu'il y en a qui sont pas forcément des contes, revisités à la sauce Batman. Et donc, on a Wayne Occhio qui fusionne Batman et, enfin, surtout Damian Wayne et Pinocchio, la princesse au petit pois sur Harley Quinn notamment, et puis beaucoup de super vilains avec la question de qui a volé un diamant, qui est donc le petit pois du conte de la princesse au petit pois. Alfred au pays des merveilles, qui est probablement mon préféré parce qu'on a Ah ouais. cet Alfred avec tout son espèce comment dire, enfin c'est sa classe britannique qui visite une espèce d'univers complètement psychédélique et continue de faire ses petites remarques sur tiens c'est pas très bien nettoyé, tiens là il faudrait refaire le gazon. Enfin c'est absolument délicieux du début jusqu'à la fin. C'est que c'est vraiment le récit que j'ai trouvé le plus réussi des quatre. Et à la fin la Reine des Neiges qui est plus une espèce de comptine sur Batman qui se promène dans un pays de neige. La comptine n'était pas top, j'ai trouvé, enfin en tant que texte c'était pas très poétique, mais sinon les dessins sont magnifiques, tout l'album est vraiment magnifique. Et il faut savoir qu'il ne coûte que 10 euros, donc c'est vraiment une lecture que je recommande assez chaleureusement. Oui, C'est c'est édité chez Urban Kids d'ailleurs. À la c'est ça. différence de Little Gotham qui avait été édité en format hardcover classique, celui-ci est édité au format souple des Urban Kids. Ouais, ce qui est un peu curieux parce que finalement c'est un peu moins, enfin c'est plus universel que pouvait l'être Little Gotham. Little Gotham c'était vraiment un peu enfantin et ça Ouais, pouvait paraître mais un peut-être qu'à peu l'époque un ils peu avaient niais. moins lancé cette gamme des Urban Kids, et peut-être Probablement, oui. que s'ils le refait aujourd'hui, ils l'auraient réédité en Urban Kids certainement, quoi. C'est possible, c'est vrai que les Urban Kids au début c'était vraiment les Batman un peu de style série animée, C'est ça, ouais. sans vrai nom d'auteur sous la couverture parce que ça avait pas forcément d'importance. Là où, et je peux comprendre qu'à l'époque ils avaient quand même un grand scénariste, un grand dessinateur sur un comics, donc il s'est préféré le publier en hardcover dans les éditions de prestige. Mais là vraiment dans du comics qui est un peu moins, qui est moins niais et plus universel dans cette manière de raconter des contes de façon adorable. Enfin c'est vraiment une lecture que je recommande. Je crois qu'Alexandra était d'accord avec moi pour dire que c'était vraiment chouette. C'est génial! Voilà. C'est trop bien! Non, mais en fait, c'est mes deux passions, quoi. Les contes et Batman combinés. Tu me mets un verre de vin avec ça, je suis ravie. Et justement, alors, j'étais un peu surprise aussi du format Urban Kids. J'ai un peu peur que du coup, on se dise en tant qu'adulte, en tout cas en librairie, tu dis bon bah c'est plus du coup dans le rayon enfant, donc moi je vais pas lire ça parce que ça va pas Ouais. m'intéresser. Alors que je le trouve même plus adulte entre guillemets que Little Gotham. Mais ça peut aussi être une bonne porte d'entrée pour les fêtes de Noël et cadeaux de Noël avec ce prix abordable de 10 euros à offrir aussi bien aux petits aux grands. Euh,
et du coup très accessible et c'est très bien écrit. Il y a plein de petites références aux contes. Si on les connaît, c'est d'autant plus agréable. J'ai quand même bien aimé le dernier avec Mr. Freeze que j'ai trouvé assez émouvant. Mais je pense aussi, comme tu dis, que le dessin avec toute cette neige, je sais pas, je me suis sentie aussi très emportée. Donc c'est peut-être ça aussi qui a joué. Mais ils sont tous. J'ai été surprise par la régularité de chacun. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un truc qui était moins bien ou où on sentait que ça a été écrit un peu à la va-vite. C'est que voilà, chaque conte avait son personnage mis en avant. C'était intéressant pour le conte de Pinocchio revisité d'avoir Damian Wayne. Même si je suis pas, vous savez, très fan de ce Robin-là parce qu'il m'agace, il m'a un peu moins agacé. Et c'était bien. Et puis celui d'Harley Quinn, c'était intéressant aussi d'avoir tous les autres vilains. C'était très léger. Franchement, c'est un bon cadeau de Noël pour les petits budgets, pour les grands et les petits. Et ton préféré alors, ton histoire préférée parmi les 4? Ah bah moi c'est Alfred comme toi parce que je suis très fan d'Alice au Pays des Merveilles, le thé, etc. Tu sais. C'est Siegfried et moi on aime beaucoup le thé. Et Alfred et toutes les références que t'as dit, ah non c'est mon préféré, ouais. Et Et Nico? justement, une question. Ben moi, je l'ai pas lu, hein. Donc Ah, il moi, faut, il faut. ah oui, non, mais c'est clair que je vais y passer, hein. Mais j'ai pas eu le temps de le lire encore. Mais c'est clairement dans ma liste de ce qu'il faut que j'achète. Même si j'ai une pile à lire qui est monstrueuse, ben c'est pas grave. J'achète toujours plus. Ce qui est sûr, c'est que je vais le lire. Et justement, je me demandais là en vous écoutant, est-ce que justement c'est assez long en termes de chaque histoire est assez développée? Est-ce que c'est pas un peu trop court? Quelle est la durée de chaque récit? Je sais même plus combien de pages fait l'ouvrage. À peu près 200 pages en tout. 5 pages, ouais. Donc, Ouais, donc c'est à peu près 50 pages par récit, à peu près. Ouais, franchement, c'est équilibré. J'ai trouvé ça ni trop long ni trop court, personnellement. C'est du même, un peu du même acabit que Little Gotham pour le coup, en Ouais, termes mais de je pense longueur, que c'était je peut-être trouve. plus court, non, Little Gotham? Il me semble que c'était Ouais, je des me histoires rappelle. justement assez courtes Bah, et c'est dont plus on long découvre. alors, dans ce Ouais, cas-là. ça doit être un peu plus long, ouais. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai lu Little Gotham, mais je sais pas, t'en penses quoi, Siegfried? Je me rappelle oui, plus il trop. doit y avoir 3 histoires de 50 pages et la dernière qui en fait une vingtaine à peu près. Après, c'est Mm. vrai que c'est difficile de se rendre compte parce que ça se lit vraiment très vite. Déjà que bon, les pages sont un peu plus réduites et puis c'est un format qui est beaucoup plus aéré, avec moins de texte, pour vraiment donner toute son Oui. ampleur au dessin pastel de Dustin Nguyen. Du coup, ça se dévore beaucoup plus vite Bah, oui. qu'un comics vraiment dense. Enfin, c'est pas Doomsday Clock en termes de densité de narration et d'histoire, par exemple. On y viendra, on y viendra. Donc, Mais c'est plus difficile à c'est évaluer, mais sûr que tu vas le lire vite, mais c'est aussi le type de comics que tu vas lire souvent. tout à fait. C'est-à-dire que moi, je l'ai déjà lu deux fois, je crois, même trois. Si oui, je l'avais lu la première fois pour Canal BD, et puis après, je l'ai lu deux fois. Alors que c'est pas un truc que tu vas faire avec des plus gros récits. C'est pas un truc que je vais faire avec Batman Metal. On y reviendra tout à Ouais, ouais. l'heure. Mais bon, voilà, Encore un peu comme tu disais, c'est vrai qu'il y a un plaisir de se plonger dans cet univers qui fait qu'on y revient quand même. Enfin, à la fois ce pastel, et puis toutes les différentes ambiances qui sont créées au fur et à mesure des récits, la neige à la fin, l'espèce de jardin des merveilles, etc. Il y a un plaisir un peu cocooning à revenir à ce dessin, à ces univers-là, qui fait que on a plaisir à les relire. Enfin, moi en tout cas, c'est un comics que j'offrirai à Noël, c'est déjà prévu. Ah, ah, ah. Et à qui tu peux nous dire à qui ou Ah pas? non, mais n'exagérons pas non plus. à Sur toi, parce à que tu l'as moi? toujours pas. Ah, c'est à moi? Eh oui, je l'ai pas. Ouais. Alors, je l'achète pas, j'attends que tu me l'offres, Zikrid. Bien sûr. Bah, du coup, on va replonger dans quelque chose d'un peu plus sombre. Hein. Fini la plaisanterie, on va basculer sur Batman Metal, le multivers noir. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Alexandra. Ben justement, je te donne la parole. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ah Qu'est-ce ouais, que je carrément quoi. Bah, je l'ai fini du coup hier. Voilà, je l'ai fini hier. Donc on est sur un gros paquebot, hein, on est sur 400 pages. Alors, je sais pas si c'est une suite ou pas. Bah, si.
En gros, oui, il Bon, faut le c'est lire c'est un peu, après. il faut le faire après Batman Metal, mais c'est un peu à part, quoi. C'est pas relié. C'est une suite à part, mais c'est toujours bien si on veut être un peu cohérent et puis surtout si on aime bien mettre sa ceinture et s'accrocher parce qu'il faut faire attention quand même à sa santé. Voilà, faut comprendre qu'il y a eu un épisode il y a eu comment dire, pas un épisode, mais voilà des moments dans il y a eu le Batman Metal, ensuite l'homme qui rit. Euh, Non, du Batman coup, qui rit, le Batman qui rit. l'homme qui rit, c'est autre chose. Batman qui rit, c'est ça. Du coup, le Batman Metal, le concept, c'est que tous les univers qu'on a connus, toutes les histoires qu'on a connues, ça va être le monde des ténèbres exposé. C'est-à-dire que tout est dark, tout est destroy. Et c'est pas du tout les gentils qui ont gagné, c'est les méchants, c'est le reflet noir et sombre de l'univers qu'on connaît. C'est le multivers noir, quoi. De là, on sait très bien où on va aller. On a plusieurs histoires citées. Alors, en termes de éditorial, j'ai pas tout très bien compris. Peut-être qu'il va falloir que je relise. Je suis pas sûre de relire les 400 pages d'un coup. C'est-à-dire qu'on commence avec une histoire. Du coup, c'est le multivers de l'histoire entre Batman et Jean-Paul Vallée dans Knightfall. Ouais. Donc, parce On que a le principe de base, justement, comme tu dis, c'est de reprendre. Moi, je l'ai pas lu encore, hein, non plus. de reprendre Euh, des récits, des grands récits, ouais, des vraiment récits importants de historiques. Batman et de Pas de voir comment. Batman, c'est 5 Pas récits que de du Batman, hein. DCverse en général. D'accord, Voilà. C'est d'accord. T'as pas que du 5 moments Batman. pivots de la continuité et de voir Voilà. comment ça aurait pu évoluer dans un multivers noir. C'est D'accord. ça. Et ça, il y a pas de souci. C'est juste la lecture en entier, en fait. Quand tu le lis en entier, je trouve que ça n'a pas été très fin. Parce que du coup, tu commences avec ça. Et ensuite, quand tu le finis, t'as la version old school du Knightfall. Le petit passage qui est normalement ce qui devait être quand tu as lu le multiverse. Ensuite, tu vas tomber sur une autre histoire, je sais plus laquelle, tellement ça m'a pas marqué. Bref, ce que tu sais très bien en fait, ce que tu vas lire, c'est le problème de ce livre-là, c'est ça, c'est que tu suis Tempus Fumiginant, là, je sais plus quoi. Fuginote, oui. Tempus Voilà, très Fuginote. bien, ça m'a pas marqué du tout. Lui, il arrive par case, il te dit, voilà, c'est le mal. Voilà. Je suis là pour observer le mal. Oui, très bien. On dirait ton pote bourré en fin de soirée. Voilà, je suis le Bah ouais, mal. non mais non mais voilà, moi j'aimerais bien qu'on me dise un peu plus le resituer, qui est-il, voilà. Bon, mais au final, il te sert un peu de narrateur pour t'introduire dans ces différentes histoires. Il y a quand même des points cool. Moi j'ai adoré l'histoire qui met en avant Sinistro, Lobo et Colombe. Ça c'était vraiment super, notamment parce que Lobo, je trouve qu'on le voit vraiment pas assez. Après j'ai pas je me suis pas forcément intéressée s'il y a des récits à lui tout seul, mais moi j'adore ce personnage, je suis très très fan. Et ce récit était cool, était beaucoup plus long que les deux premiers récits, donc t'avais plus le temps de comprendre que c'était vraiment la merde. Euh, Mais alors, vraiment, quoi. mais vraiment. Et l'autre récit que j'ai beaucoup aimé, c'était autour des Teen Titans et de Tara qui virent au noir, hein, c'est le principe. Donc ça c'était cool, c'est des trucs que j'avais pas l'habitude de lire, d'autres personnages aussi. Après voilà, c'était un peu facile pour moi de mettre en première page de couverture Batman, parce que c'est pas que du Batman. Et je pense que c'est aussi une OP com de Ruban de mettre Batman. Bah, de toute façon, on le sait maintenant, hein, Batman, ils font souvent le choix des couvertures Batman. C'est aussi le cas pour Doomsday Clock, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on met souvent en avant les personnages du Batverse parce que c'est plus Et vendeur. mais tu vois là, le principe c'est que vraiment pour moi les meilleures histoires c'était là où il y avait pas Batman. Alors ça, par contre, Après, c'est pas possible, tu vois. ah, si, mais parce que voilà, c'était bien aussi de voir Batman et de voir le côté un peu multivers. Mais bon, comme déjà de base, je sais pas si je me trompe ou pas, mais l'idée de base c'est que déjà l'univers de Batman est sombre, que ce soit encore plus sombre. Bon, oui, si tu veux. Ouais, Enfin, bah après, Jean-Paul ça, Vallée a c'est le gagné. délire du multivers noir lancé Voilà. par Snyder, hein, Donc, donc. justement, pour finir, multivers noir, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Non, mais c'est vrai, je suis super mitigée. Je vais me casser la tête à écrire la review parce que c'était sympa, mais c'est pas transcendant, quoi. Et
Oui, où est-ce qu'on veut nous emmener? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on nous emmène après? Ou c'est juste voilà, c'est juste une réécriture maléfique et on prend ça comme on prend, voilà. Moi, C'est je pense qu'il faut le prendre comme ça, hein. C'est un truc un peu ouais. à part, et puis c'est tout, Mm. quoi. Alors c'est amusant parce que les deux récits qu'a préféré Alexandra, c'est ceux que moi j'ai le moins aimé. Alors, en même temps, on a trop été d'accord depuis le début de ce numéro, donc il fallait Ouais, absolument c'était pas qu'on ait un normal. point de divergence. Voilà, c'était pas normal. Moi, franchement, le récit sur White Lantern, j'ai trouvé que c'était un récit de zombies tout pourri. Vraiment, j'ai vraiment pas accroché à ce truc. Et c'était assez amusant parce que c'est ce qu'explique Alexandra. Donc, on a à chaque fois 5 nouveaux récits. Et pour chacun de ces 5 nouveaux récits, on a l'extrait correspondant dans la continuité. Donc, le vrai comics, ce qui s'est vraiment passé, donc les vraies pages dans une espèce de volonté un peu patrimoniale, et précédé de la variation à chaque fois. Donc, par exemple, sur White Lantern, moi, j'ai largement préféré l'extrait de Blackest Night, scénarisé par Geoff Jones et dessiné par Ivan Rice, que j'ai trouvé beaucoup plus cauchemardesque, beaucoup plus noir, beaucoup plus cruel que l'extrait White Lantern, qui est supposé être la variation dark de cette Ah histoire. ouais, Enfin, ouais. Ah oui, j'ai, moi j'ai mis les deux du coup. Enfin, j'ai mis les deux parce que du coup j'ai découvert les deux trucs et que je connais pas du tout Green Lantern donc et tout cet univers-là. Donc hmm. mais oui, je suis d'accord avec toi ouais, sur le principe. Enfin, voilà, c'est Mm. c'est- c'est- c'est une histoire importante, donc je comprends qu'ils aient voulu la Mm. re-raconter et l'utiliser comme l'un des 5 pivots de cette nouvelle continuité. N'empêche que, bon, bah voilà, j'ai trouvé celle de l'original beaucoup plus dark que celle dark, donc c'était un petit peu paradoxal. Un peu pareil pour The Judas Contract, donc qui était l'histoire des Teen Titans, donc qui raconte l'histoire de Tara. Je sais pas si vous avez lu, enfin ça fait partie ça commence à être vieux maintenant, mais un des plus gros moments des Teen Titans, c'est un moment où ils intègrent à leur équipe une fille qui s'appelle Tara, qui a plein de pouvoirs, qui est vraiment adorable, et puis on se rend compte qu'en fait c'est une espionne de Slade Wilson, et du jour au lendemain elle les trahit, et c'est affreux. Enfin, elle est complètement dégueulasse. Enfin, c'est vraiment, Ah ouais, c'est moi elle m'a c'est vraiment choquée. atroce. Enfin, Et là, quand là, c'est pas exactement, c'est pareil. Elle est complètement choquante. Et ce qui est amusant, c'est qu'elle était déjà choquante dans Teen Titans, et elle est infiniment plus choquante dans l'ancien Mhm. numéro de Teen Titans, où elle sous-entend, enfin, elle dit explicitement qu'elle veut coucher avec Slade Wilson, que elle a toujours détesté les Teen Titans. Il y en a même un qui était amoureux d'elle, enfin, Changeling était amoureux d'elle, mais mais elle a toujours le détesté, elle les pire, je méprise, elle veut les trouve, faire souffrir. tu sais, c'est la partie le pire, c'est quand t'as tout le monde qui dit mais non, mais t'étais notre ami, mais non, t'étais dans le groupe. Tu sais, ils insistent, et elle a dit mais je m'en fous, vous êtes sourd ou pas? Tu vois, un truc comme Ouais, ça. ouais. Ça m'a choquée, j'étais en mode ah d'accord, ok, Parce que elle est vraiment méchante. Parce que c'est une gamine qui a 16 ans et qui, jusqu'à là, était présentée comme absolument adorable. Donc finalement, ce passage, juste pour ça, je trouve que le numéro est vraiment super parce que ça permet aux lecteurs contemporains de redécouvrir un moment qui est vraiment très fort dans l'histoire des Teen Titans et qui reste d'une modernité assez extraordinaire parce que bon, ils combattent cette Tara et elle finit par mourir, et on a des pages extraordinaires qui nous disent c'était une jeune fille de 16 ans. Tout ce qu'elle voulait, c'était être reconnue, c'était avoir de l'amour. Elle savait pas comment faire, et elle est morte. Enfin, et on a tous les personnages qui assistent à son enterrement en essayant de. Oh, Enfin, c'est. ne spoil pas tout, ne spoil pas Non, mais c'est pas, c'est Mais un du coup, spectateur des années 80, donc du coup, sur le c'est. côté multivers noir, t'en penses quoi Bah, du coup, pour le coup, ce passage était tellement extraordinaire et tellement moderne à l'origine dans les Teen Titans que sa révision, j'ai trouvé beaucoup moins intéressante. Enfin, sa révision, c'est juste, oh, en fait, elle devient méchante beaucoup plus vite et elle tue tout le monde. Bon, ben Mm. d'accord. Ben dis donc, C'est c'était. juste, oui, c'est ça. Enfin, C'est plus violent, quoi. bon, il donne juste plus de pouvoir, un peu plus tôt que dans les comics originels, pour qu'elle tue tout le monde dans une manière un peu gore. Les dessins sont super moches, enfin c'est vraiment un peu raté. Du coup, moi, ce que j'ai préféré, c'est la révision de Infinite Crisis, écrite par James Tynion Force, Ah et oui. il est rare que je dise du bien de James Tynion Force, mais c'est intéressant parce qu'il reprend le personnage de Blue Beetle Ted Cord, qui dans la continuité, donc au moment du projet OMAC, est tué par Maxwell Lord. Et donc là, Mm. au lieu d'être tué par Maxwell Lord, c'est qui est le chef de Chessmate. Enfin, on se souvient plus très bien de ces trucs-là, mais c'était ce qui précédait juste Infinite Crisis. Cette fois, c'est lui qui tue Maxwell Lord et qui devient le chef d'OMAC, donc qui dirige une intelligence artificielle et qui commence à dominer le monde. Et donc ses anciens amis s'inquiètent parce que il est en train de basculer du côté obscur à force de tout contrôler. Et en fait, ce qui est génial, c'est que Blue Beetle, c'est un personnage qui est extrêmement sympathique pour le lecteur parce que on nous le répète beaucoup dans le comics, mais ça c'est un truc qu'on sait quand on connaît Blue Beetle. C'est un personnage qui est beaucoup plus intelligent que la moyenne, mais qui est beaucoup moins intelligent qu'un Batman par exemple. Il est beaucoup plus fort que la moyenne, mais il est beaucoup moins fort que les autres super-héros de la Ligue. Enfin, c'est vraiment le type même du super-héros moyen dans la Justice League.
c'est le type qu'on va jamais écouter parce qu'il a jamais rien à dire. Il est jamais plus pertinent que ses collègues et du coup il est toujours un peu écrasé par les autres. Et enfin, du coup, ça le rend un peu médiocre, mais ça le rend aussi très sympathique pour le lecteur. Et donc le voir amener à cette position de puissance et prendre ces décisions-là, alors qu'il n'est pas le plus pertinent pour le faire, mais c'est justement celui qui ressemble plus à un être humain avec ses doutes et ses faiblesses, et qui va essayer de rendre le monde meilleur à son échelle, sans écouter la Justice League, qui essaie juste de l'en empêcher. Ça avait quelque chose d'assez touchant et de très intéressant. Évidemment, ça bascule parce que bon, il écoute plus ses amis, il commence à tuer les gens. Enfin, c'est tout le blabla de forcément une fois qu'un super-héros a le pouvoir, il faut absolument montrer qu'il est méchant. Enfin, ça c'est exactement. C'est là où tu vois que Multivers ça marche pas, quoi, parce que ce basculement-là que tu dis, il est partout. Et donc tu te dis bon bah voilà, en fait tu sais très bien comment ça va finir et c'est dommage que ce soit aussi simple par moment. Qu'à chaque fois, ouais. C'est un peu stupide parce que c'était exactement la même histoire dans le fascicule juste précédent où c'était la mort de Superman, et donc après la mort de Superman, c'est Lois qui acquiert des pouvoirs de Kryptonien et qui commence à corriger tout le mal sur la Terre avec ses pouvoirs et à tuer les méchants. Enfin, on a exactement la même histoire dans deux histoires d'affilée. Ça manque complètement d'originalité. Et bon, moi ça m'amusait parce que c'est le sujet de ma thèse en fait. C'est quand les super-héros sont omnipotents et acquièrent un pouvoir politique, comment les scénaristes montrent qu'en fait ils finissent par basculer dans le mal, et qu'est-ce que ça dit au lecteur sur le rapport du citoyen à la démocratie par le truchement du super-héros. Et donc à chaque fois je me demande, tiens, ces super-héros deviennent puissants, à quel moment est-ce qu'ils vont devenir méchants, et est-ce que ça va être monté subtilement par le scénariste ou pas? Et bon, dans les deux cas, c'est pas du tout subtil, quoi. À chaque fois, on se demande, tiens, ce super-héros, il part bien, il a des pouvoirs, il essaye d'éradiquer la faim dans le monde, d'arrêter tous les criminels, c'est plutôt chouette. Et tout à coup, il devient méchant et tue ses copains, et on comprend pas trop la bascule, et ça, c'est un peu dommage. N'empêche que c'est encore ce récit-là qui est assez long, vraiment assez développé, qui essaie vraiment d'interroger ce que devient Blue Beetle, qui m'a le plus intéressé, même si la fin, il faut que ça finisse de façon dark, parce que c'est les cahiers des charges, c'est évidemment le moins intéressant, mais voilà, c'est le récit qui m'a le plus parlé, alors que le récit Nightfall, je l'ai vraiment pas trouvé bien. La mort de Superman, j'ai vraiment trouvé ça facile. Voilà, White Lantern, j'ai déjà dit, c'est pas mal, mais j'ai largement préféré l'ancienne version. Infinite Crisis, pour le coup, c'était vraiment pas mal. Et Justice Contract, l'ancienne version était tellement bien que finalement, ça arrive vraiment pas à réinventer quoi que ce soit. Et donc, sur l'ensemble. Ça manque tu parlais tout à l'heure de subtilité ou autre. Je pense que c'est pas forcément ce qui caractérise le mieux l'univers du Batman Metal qui a été instauré, hein. Non, mais tu peux, en fait, à un moment donné, tu peux aussi aller plus loin que ce que t'as lancé et trouver des originalités et trouver des solutions. Enfin, je veux dire, c'est trop facile de dire, parce que j'ai décidé de faire peut-être qu'aussi on arrive à un point où il y a un peu trop, tu vois, Je suis d'accord. D'où la question, est-ce que c'était utile de le sortir? Je pense pas. Alors, ça change pas grand-chose. À part la découverte de certains récits où moi j'étais contente de découvrir d'autres récits, d'autres personnages comme le Beetle, je le connaissais pas, très très peu. Enfin, je le connaissais mais très très peu et j'étais très contente de le lire. Voilà, sur la découverte de récits, oui, mais sinon. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, dans l'ensemble, enfin, ça m'a beaucoup rappelé Joker 80 ans, où ce que j'en avais dit, c'est que toute la partie contemporaine était complètement à jeter. Par contre, pour toute la partie patrimoniale, c'était un bon moyen d'acquérir plein de super comics anciens et de redécouvrir vraiment beaucoup de choses pour un prix relativement raisonnable, pour un très gros fascicule. Et là, c'est un peu la même chose. Finalement, c'est un volume que j'aurais plutôt tendance à recommander, parce que ça permet de redécouvrir plusieurs moments considérés comme patrimoniaux dans Contier d'ici, qui sont vraiment intéressants, comme cet extrait de Teen Titans, que sinon on ne relirait pas aujourd'hui parce que ça commence à être un peu daté en termes de dessin. Et le scénario, enfin, notre génération en tout cas est née après sa publication, et c'est pas le genre de truc dans lequel on revient forcément avec plaisir. Et là, c'est une super occasion de le redécouvrir. Donc ça échoue complètement dans le but de montrer qu'aujourd'hui on continue d'écrire des récits qui sont aussi intéressants que les récits de jadis, parce presque systématiquement, les récits contemporains sont moins intéressants que les récits de jadis, donc on a l'impression que on ne parvient pas à réinventer quoi que ce soit, donc c'est complètement contre-productif du point de vue créatif. Par contre, en termes d'anthologie, c'est plutôt pas mal, parce que ça a le mérite de piocher vraiment dans plusieurs univers. C'est pas que du Batman, mais on a vraiment un Batman, un Superman, un Green Lantern, un Infinite Crisis, donc un peu tout le monde, mais surtout Blue Beetle, et les Teen Titans. Donc on a un peu cinq groupes différents et qui sont pas du tout connus de la même manière par tous les lecteurs, et ça permet une assez bonne introduction à ce qu'on peut considérer comme des moments phares de chacune de leurs existences. Donc au moins à ce niveau-là, c'est quand même une bonne grosse lecture pour un prix relativement raisonnable. Enfin, c'est plutôt une lecture que je recommanderais pour cette dimension patrimoniale. Donc, et encore une fois, la mort de Tara, c'est extraordinaire. Ça peut être recommandé pour de la lecture, même si c'est pas si ouf que ça, quoi. Tout à fait. C'est ça.
C'est toute la un complexité bon résumé. de ce récit. C'est toute la complexité de ce récit. Et en parlant de complexité, je pense qu'on va enchaîner sur quelque chose d'un petit peu complexe aussi, puisque c'est assez dense. Je pense que c'est vraiment le mot, moi, qui le qualifie le plus, c'est Doomsday Clock. Siegfried, je te laisse la parole pour nous présenter Doomsday Clock. Par où veux-tu commencer? Pfiou, c'est pas Alors, les évident, pas Watchmen. évident. Alors, tu sais, voilà pourquoi j'ai pas voulu, moi. Je me suis défilée. Une vraie mauviette que j'étais. Bah, surtout que j'ai l'impression que j'ai effacé mes notes par erreur sur Doomsday Clock, donc Oula, ça va pas oula. être le Oh plus merde, facile. sur Doomsday Clock en plus. Oh. Ouais. Alors, sans notes, ça va être moins évident. Donc Doomsday Clock, donc c'est le gros problème de Doomsday Clock, c'est qu'on nous l'avait survendu, mais ça c'est quand même régulier chez DC Comics, c'est un peu comme les 3 Jokers par exemple, c'est à force de nous C'est dire surtout qu'il était en retard. Oui, voilà. Il y a tellement longtemps que l'effet, il est passé, quoi. Bah, exactement comme 3 Jokers, et c'est encore un truc Oui. dont on va reparler quand 3 Jokers va apparaître, mais à force de nous promettre un truc qui sort sur 2, 3, 4 années, et en nous disant que c'est un truc de fou, ben forcément, l'attente finit par être démesurée, et c'est ce qui est le plus tenu à Doomsday Clock, c'est qu'on parle quand même de 12 numéros, c'est pas 3 numéros comme dans 3 Jokers qui est déjà tout pourri, mais alors là, on parle vraiment de 12 numéros, et certains sont sortis à 6 mois d'intervalle, enfin, c'était insupportable comme attente. Donc moi, quand j'avais lu initialement, Vaut mieux le lire en VF, du coup, qu'en VO, quoi. Oui, Moi, en VF, on a tout eu d'un coup. Oui. ou en tout cas en un seul tenant, oui. Parce que là, vraiment, c'était. Enfin, moi, je l'avais lu initialement comme ça, et c'est vrai que j'avais vraiment pas apprécié ma lecture. Et donc là, grâce à sa parution VF, j'ai pu le relire intégralement, et j'ai vraiment beaucoup mieux apprécié. Donc, je rappelle le postulat de base, c'était de fusionner les univers Watchmen et DC classiques. Donc, c'est un truc un peu casse-gueule, parce qu'on se dit, mince, on pille encore la sépulture d'Alan Moore pour refaire du Watchmen artificiel, et pour le faire intégrer à la continuité. Donc ça, c'est encore une pseudo-manière de ne jamais céder, de ne jamais rendre les droits de Watchmen à Alan Moore, puisque je rappelle que les droits sont supposés lui revenir si on ne publie plus Watchmen, on continue de publier Watchmen avec ce genre de travestissement, et en plus de profiter de cette fusion de l'univers pour continuer de faire plein d'histoires un peu artificielles. Enfin, on se souvient des Before Watchmen qui n'étaient pas bien du tout, par exemple. Là, il y a Tom King qui fait un Rorschach, il y a la série Watchmen, enfin, on continue de piller la mémoire de Moore autant que possible, mais c'est quand même plutôt pas mal. Enfin, je sais que Nico, tu avais été beaucoup plus sceptique. Ah oui, écoute, pourtant, quand on avait discuté en off, on était à peu près Ouais, d'accord, mais mais c'est justement, vrai j'ai que, fini par relire, ouais. voilà, en le relisant, de ce que tu m'as dit, tu as passé du côté positif de la barrière. De la force. C'est ça. En fait, à ma première lecture, je m'étais surtout focalisé sur les premiers fascicules. Donc, les premiers fascicules sont absolument magistraux d'un point de vue graphique. Parce que enfin, on essaie vraiment de reprendre la structure, l'espèce de gaufrier à 6 cases de Dave Gibbons pour en faire un usage assez intelligent. Et c'est vraiment assez réussi. La narration est très dense. Et ça, c'est vraiment que ce que j'ai apprécié au cours des 12 fascicules. C'est que, c'est quand même scénarisé par Geoff Johns qui a une certaine capacité à vraiment raconter beaucoup de choses et enfin, chaque case parvient pratiquement à apporter son lot d'informations. On n'est pas du tout dans quelque chose d'alimentaire, un peu comme Doumoire, on en reparlera, ou quand on a 40 pages pour raconter une grosse bagarre, bon ben c'est forcément le scénariste, il s'est un peu mis en retrait pour laisser tout le taf au dessinateur. Mais Et là, c'est arrête vraiment de lire Doumoire. Je sais pas pourquoi tu continues. Oui, bah, à cause de Batman Legend, en fait, à cause Ah des putain, reviews. Nico. C'est Putain, en plus, uniquement c'est notre faute, quoi. uniquement pour ça. Donc je rappelle que le postulat de base, c'est que Ozymandias enfin, comprend qu'il a complètement foiré son coup. Parce qu'après Watchmen, je vous rappelle que Watchmen finissait sur le journal de Rorschach qui était envoyé un journal, et donc la grande question c'était est-ce que le journal va diffuser diffuser la vérité, le journal de Rorschach, et donc dire au monde que les Russes n'ont rien à voir, que Manhattan n'a rien à voir là-dedans, dans l'explosion qui a eu lieu, enfin l'attaque de poulpe géant qui a eu lieu à New York, et que la guerre peut continuer, alors que le but d'Ozymandias c'est justement que personne ne soit au courant, pour que tout le monde se ligue contre Manhattan, et pour instaurer une espèce de paix universelle. Donc Doomsday Clock a fait le choix que la vérité a été diffusée, et que donc la paix n'a pas du tout pris, et Ozymandias se dit mince, j'ai tué des millions de personnes en plein milieu de New York pour rien. Rien. Et il faut absolument que je retrouve Manhattan, parce que Manhattan c'est un dieu, il peut tout faire en claquant des doigts, il peut ressusciter tout le monde et faire que ça n'ait jamais eu lieu. Il faut absolument que je le retrouve. Le problème, c'est qu'il est tellement dégoûté par ce que j'ai fait qu'il est parti, et que je sais pas comment le retrouver. Donc
Il a pas grâce à un truc, on va pas trop aller dans les détails. Il parvient à comprendre que Manhattan s'est déporté dans un autre univers et il va essayer de le suivre dans cet autre univers Mais dans quel univers, dis donc? grâce à un véhicule. Et cet univers, c'est l'univers de la continuité DC Comics. Ouh. Et enfin voilà, du coup il y a toute cette idée qu'il va enquêter dans un monde où existe aussi Lex Luthor, où existe aussi Batman, Superman, etc. Pour c'est Il y a pas aussi un côté où, en fait, c'est aussi l'apparition du Docteur Manhattan dans le DC Universe, on va dire ça comme ça, dans l'univers DC, qui vient justifier, en fait, l'arrivée de Rebirth après les New 52 aussi. Parce il y a aussi le passage avec le badge, etc., avec Batman et Flash, qu'il faut avoir lu, en tout cas, si on veut capter toutes les subtilités du récit. ouais, enfin ça permet de comprendre 2-3 références, mais Oui, oui, voilà. Mais ça vient effectivement, juste expliquer 2, 3 trucs, et puis ils s'en resserrent un petit peu dans le récit, mais... voilà, c'était un peu en fait, c'était l'un des gros problèmes de Doomsday Clock, c'est non seulement que c'était interminable, mais qu'en plus on promettait que c'était grâce à ce récit qu'on allait expliquer toute la nouvelle continuité de ces comics, enfin ce qui justifiait le fait d'avoir fait une nouvelle continuité. Et c'est clairement pas le plus intéressant. En fait, ça se lit vraiment très bien. Et ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans Doomsday Clock, c'est comme récit sur Dr. Manhattan et sa capacité à forger des réalités et à essayer de comprendre l'univers du DC Comics. Parce que il y a tout un numéro absolument extraordinaire, je crois que c'est le 10 ou le 11, ça c'est le, le problème de plus avoir mes notes, où, on raconte comment il est arrivé dans cet univers et il ne comprenait rien du tout. Parce que à une époque, il voit Superman en 1938, il voit Superman arriver sur Terre, puis il revient à une époque, il a déjà visité avec Superman et Superman n'y est plus. À un moment, il découvre que les parents de Superman sont morts quand il était enfant et en fait, ils sont toujours vivants quand il est adulte. Enfin, il est complètement perdu. Et bon, bah, le lecteur comprend que en fait, ce que Manhattan ne comprend pas, c'est les réécritures de la continuité par les différents scénaristes de DC Comics. Et donc il est perdu dans un monde qui n'arrête pas de se réécrire à force de crisis. Et donc Manhattan essaie de comprendre la nature de ces différentes crises et de forger lui-même cet univers, de changer 2-3 petites choses dans le passé pour voir comment ça évolue dans le futur. Bref, il expérimente sur la continuité et il a l'impression que cet univers se révolte un peu contre lui et que Superman va peut-être lui faire du mal, peut-être le tuer. Enfin, il y a toute cette énigme de la relation entre Superman et Manhattan qui est vraiment assez intéressante parce que c'est deux dieux et c'est deux grandes figures de DC Comics qui vont peut-être s'affronter pour des conséquences un peu incertaines. Enfin, ça crée une énigme qui est qui est plutôt intéressante. Ce qui fait que, en fait, Batman, il est pas si si important dans ce récit. On le voit assez régulièrement. Mais si on devait dire à la fin des 12 fascicules, qu'est-ce que Batman a concrètement fait pour faire avancer le récit, Il a mis en prison un personnage. Ouais, qui s'échappe juste après. C'est ça, Enfin, plus après. Non, c'est vrai que Batman n'a pas un rôle principal. Après, de toute manière, quand on parle d'un personnage tel que Dr. Manhattan, qui est comparé, ou en tout cas qui partage l'affiche avec un personnage comme Superman, bah, qu'est-ce que tu veux que Batman vienne faire là, si ce n'est que, voilà, il vient pour apporter son côté je mène l'enquête et grâce à lui, via son prisme, on peut avoir quelques explications de telle ou telle petite intrigue. Mais forcément, après dans l'action de l'histoire, il n'aura pas un rôle prépondérant forcément, hein, puisque bon, on est face à deux mastodontes. C'est d'ailleurs pour moi l'un des points forts du récit, c'est il y a plusieurs choses pour moi. Le gros point fort du récit, c'est l'ambiance de Watchmen qui transpire du récit. C'est que malgré tout, déjà de par les découpages des planches, le découpage des planches en gaufrier comme ça te rappelle directement les planches que t'as vues dans Watchmen. Et puis les dessins sont absolument magnifiques et représentent super bien l'ambiance qu'on a retrouvée dans Watchmen. Et donc tout ce qui est mis en place, puis une ambiance politique internationale, avec des grandes manigances sur manipulation de masse, etc. Tout ça, on le retrouve très très bien dans le récit. Ça nous replonge dans cette ambiance de Watchmen. Je sais pas à vous, mais moi en tout cas, j'ai vraiment eu l'impression de me plonger dedans. J'étais dans
J'étais bien Ça, c'est le replongé point dans l'univers positif, Watchmen. hein. C'est vraiment un gros point positif pour moi. Et la Euh, fusion entre les deux univers et notamment pas la rencontre, parce que c'est un mot un peu fort, parce qu'elle arrive tardivement, mais en tout cas, le croisement entre Dr. Manhattan, qui est un homme, comment dire, surpuissant d'un côté et Superman de l'autre, les deux hommes, deux surhommes ultra puissants qui se rencontrent, elle est très bien amenée, c'est très bien fait. Et tout ça, c'est des points positifs. Mais à côté de ça, il y a quand même des choses qui m'ont vraiment beaucoup déçu. Je pense notamment au fait que, en fin de compte, est-ce que Watchmen avait vraiment besoin d'une suite? Déjà d'une, ça, la réponse, on l'a tous. Euh, il y a des personnages qui sont plus ou moins bien exploités. Bon, ça, allez. Comme il y a beaucoup de personnages, forcément, dans le lot, il y en a qui seront mieux exploités que d'autres. Passons. Mais au final, moi, quand j'ai refermé le récit, la première chose qui m'est venue en tête, c'est tout ça pour ça, quoi. Tu vois. Oui, mais c'est un peu ce que disait Siegfried aussi, c'est que on a tellement attendu. Il y a eu l'histoire du badge, et puis il y a eu ça, et puis ça a été retardé. C'est comme les films, hein. Plus tu mets une attente dessus, plus tu fais une énorme com en Ouais, nous mais ça montrant va. les meilleures images, et plus tu peux être déçu. J'ai ressenti la même chose que toi. Le côté hommage, le dessin, vraiment Gary Frank qui fait un énorme boulot, c'est magnifique. Je trouve ça très très beau. Ouais, Et magnifique. il y a de très comment dire, de très belles idées et surtout une belle continuité avec Watchmen. Après oui, ça m'a pas c'est pas le comics pivot pour moi de l'année. Et c'est ce qu'on a voulu nous montrer dans un Oui, sens, finalement, si on n'avait pas eu toutes ces promesses et s'il n'y avait pas eu tant de retard, je pense que ça serait mieux passé. je Là, il y a pense. aussi le fait que il a été publié alors que le Rebirth avait déjà commencé depuis assez longtemps, et surtout Oui, on a déjà eu tous les délires de Scott Snyder, qui est vraiment l'architecte du Rebirth actuel, avec tous ces métals, etc. Enfin, qui redéfinit vraiment quelque chose. Et du coup, le Doomsday Clock s'est achevé à un moment où il ne teasait absolument rien du Dark Multiverse ou du métal ou quoi que ce soit, ou des infectés, etc. Et au finalement, il ne raconte plus grand chose. Enfin, il fait plus il était supposé faire la jonction entre le New 52 et le Rebirth pour c'est ça, expliquer il arrive trop tard, d'où ouais, venait le c'est ça. Rebirth, et il arrive à un moment où l'univers a déjà été où on est déjà passé à autre chose. Donc il a plus rien à raconter. Et finalement, c'est ce qui a fait ce relatif échec. Mais c'est aussi ce qui peut en faire la réussite maintenant, grâce à sa publication d'un seul volume chez Urban, c'est qu'on peut le réapprécier en oubliant complètement cette histoire de Rebirth qui est pas vraiment si importante. Et finalement, on sent bien dans le récit qu'il sait plus trop quoi raconter par rapport au Rebirth. Et c'est pas vraiment ça qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment l'histoire de cette histoire de personnage et comment on confronte ces deux univers. Et j'ai trouvé que quand même, Geoff Jones s'y prenait de façon extrêmement respectueuse par rapport à Watchmen. Et moi qui suis si frileux sur les réutilisations inutiles de Watchmen, et par exemple j'ai pas tant aimé que ça la série Watchmen, là j'ai trouvé ça assez fin. Et pour le coup là je suis pas d'accord avec toi Nico, je trouve que ça se justifie. Enfin clairement il aurait pas pu écrire cette histoire sans utiliser différents personnages de Watchmen, et globalement il utilise plutôt finement. Bon, on se demande quand même ce que le comédien vient faire là. Il est plus là Voilà, c'est ce que pour un j'avais en caméo tête, c'est ce que régulier j'allais te que. dire, tu vois, il y a des personnages comme le comédien, bon, voilà, après c'est fun aussi, c'est le côté fun du récit par moment, quand le comédien enfin en tout cas, ou plutôt l'inverse, quand les vilains de Gotham ou de DC font la connaissance du comédien, c'est drôle parce que enfin, ça a quelque chose de drôle dans la scène dramatique qui se passe parce que le comédien c'est pas Batman quoi, donc ça leur fait un peu drôle si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, bien sûr, mais tout à fait. Mais voilà, Mais après, tous les autres, je trouve que Rorschach est extrêmement bien exploité, et que oui, Manhattan est vraiment très finement écrit, de façon très respectueuse, et surtout, on est à la fois respectueux d'Alan Moore et on ne fait pas que réécrire Alan Moore. On essaie vraiment de les utiliser, mais oui, pour raconter autre chose, mais tout en respectant les personnages tels qu'ils ont été faits. Et, enfin, c'est un équilibre qui n'était pas facile à trouver. Et je pense que Geoff Jones a quand même rappelé que, à une époque, il faisait partie des plus grands scénaristes DC Comics, et surtout, il faisait partie des quelques scénaristes qu'on appelait les architectes. Les gens qui, un peu à la Morrison ou à la Wade, maîtrisaient vraiment l'ensemble de la continuité DC Comics malgré tout ce qui s'y passait, et savaient de façon assez fine faire le lien entre plein de choses dont même les lecteurs se souvenaient pas, ou même les lecteurs étaient perdus. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort dans Doomsday Clock, c'est que il parvient à faire référence à plein d'espace-temps, d'univers différents, y compris dans une seule planche parfois, et à être malgré tout toujours assez clair. Le lecteur sait toujours exactement où on en est et pourquoi on nous raconte ça, alors même
qu'on suit Manhattan et a fortiori dans deux univers aussi différents que le Watchmen-verse et le DC-verse. Et ça, enfin, ça me faisait plaisir de retrouver le grand Geoff Jones, le Geoff Jones, l'architecte, qui a cette vision de l'ensemble de cette vision un peu surplombante de l'ensemble de DC et qui parvient à écrire des petites histoires de personnages. D'autant que, enfin, son objectif à la fin, c'est d'écrire une belle histoire sur l'inspiration, quelle inspiration on peut trouver dans le super-héros, avec cette idée vraiment très forte que finalement Manhattan est une espèce de Superman, mais qui ne croit plus en rien. Et ça, c'est déjà ce qu'on sentait dans Watchmen, et qui fait que Watchmen est aussi si fort. Oui, c'est ça. Mais Watchmen, on ne parvient à avoir d'empathie pour aucun des héros qu'on nous présente, parce que aucun n'a l'ampleur et l'optimisme, et on n'a pas envie d'avoir foi dans ces super-héros, qu'ils soient positifs ou pas. On n'a pas foi en eux, et là, l'intérêt, c'est vraiment de prendre ce Manhattan par rapport auquel on ne ressent rien, enfin on est fasciné par sa puissance, mais on ne l'admire pas du tout comme personnage. C'est quand même quelqu'un qui pourrait faire le bien et qui ne le fait pas parce il est beaucoup trop extérieur. Il est au-dessus des notions de bien et de mal et du coup ne correspond pas vraiment au code qu'on a du super-héros. Ouais. Et c'est comment est-ce qu'on peut réinvestir ce personnage-là, cette justement, c'est d'inspiration. Ouais, difficile d'aller plus loin dans l'analyse sans spoiler, donc du coup je vais pas y aller, mais c'est sur ce point-là précis qu'on touche un peu du doigt là, que moi ça m'a un peu déçu parce qu'on vient de déconstruire pas mal de choses de ce qui définissait, comme tu disais, Watchmen, quoi, et certains de leurs personnages. Et c'est ça qui m'a un peu titillé en me disant ouais mais du coup ça déconstruit toute l'idée et les conclusions qu'on a pu tirer de Watchmen à l'origine, quoi. Tu vois. Ah ouais, j'ai pas du tout trouvé. Bon, on en reparlera en off. On en reparlera en off parce que du coup là, on va spoiler mes chances. Ça. Oui, bien sûr. Mais effectivement, voilà. Moi, il y a une pointe de déception sur ça, mais après, effectivement, voilà, comme tu dis, tout l'aspect après, supervision de Geoff Jones, tout l'univers d'ici était très bien retranscrit et ça, c'est appréciable. Ouais, Alex. Après, Nico, sur ce genre de récit, relis-le une deuxième fois. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'il faut... Moi, je vais le relire une deuxième pour mieux en parler parce que ça a été trop fouillis et j'ai été trop dominée par l'aspect d'attente et de hype qui au final n'était pas une. Du coup, je pense que je vais me reposer, le relire et construire certaines choses, quoi. Seconde lecture fera du bien. Après, j'ai quand même essayé de prendre mon temps quand j'ai lu parce que je voulais vraiment l'apprécier déjà et parce que je voulais vraiment l'analyser un peu plus profondément qu'un récit que tu lis à la va-vite. Et c'est vrai que du coup, bon, la deuxième lecture sera peut-être différente. Hein. Comme Siegfried, je serai peut-être plus positif après, mais bon, après, à voir effectivement sur deuxième lecture. Mais moi, je dis pas que c'est un mauvais récit, je dis pas que c'est mauvais, hein, je dis quand même que c'est bien. Hein. Je dis juste que ça atteint pas les sommets que j'aurais aimé que ça atteigne. Voilà. Voilà. Moi, je trouve que ça atteint des sommets, et justement, ça atteint des sommets que j'aurais pas attendus. C'est des sommets de réflexion sur le super-héros et de réflexion sur l'intériorité des super-héros et leurs valeurs, plus que sur l'architecture du métavers qui, moi, m'intéresse beaucoup moins. Enfin, tout le truc cosmique, ça me parle pas. Et j'avais peur que ça s'oriente trop vers justifier le rebirth, en termes d'impact cosmique et que justement ça parle d'inspiration et de ce qui fait le super-héros, ça m'a beaucoup plus parlé à moi et donc pour moi ça reste un comics qui est vraiment très intéressant, très dense, vraiment très bien dessiné, très bien réfléchi et dont j'aurais tendance à recommander la lecture. La publication a été très très longue, on a enfin la chance de pouvoir l'avoir intégralement en français et c'est vraiment quelque chose qui à mon avis vaut le coup. Et j'ai vu beaucoup de gens l'opposer à il y a Heroes in Crisis, le Tom King, que j'avais pas du tout aimé, et j'ai trouvé la comparaison vraiment très juste. C'est vraiment deux comics qui essaient de parler un peu des mêmes choses, en prenant beaucoup de super-héros pour reparler de ce qui fait l'essence d'un super-héros, et je trouve que Tom King, que pourtant j'aime globalement vraiment pas mal, c'est complètement foiré sur Heroes in Crisis, alors que c'était supposé être un de ses points forts, et que là, Geoff Jones, qui parfois se perd un peu dans les délires cosmiques, parvient vraiment à faire quelque chose d'assez fin, une récapération assez réussie de Watchmen, ce qui est un peu inattendu de ma part, puisque, enfin, moi, j'ai lu Watchmen au moins 10 fois parce que c'est un des comics de ma thèse, et donc je suis vraiment très pointilleux sur ce genre de choses, et j'ai vraiment trouvé la récapération justifiée. Et ça, c'est déjà un exploit pour moi. Carrément. Bon, mais on va clore ce dossier Doomsday Clock et on va passer à la dernière lecture du mois. Siegfried, garde la parole puisque c'est toi qui vas nous parler de Justice League Doom War. On l'a évoqué tout à l'heure. Vas-y, tu peux te lâcher. Alors Doom War épilogue, donc ça s'appelle épilogue, donc c'est pas du tout un épilogue. En fait, ça fait juste la transition avec ce qui va suivre, je sais plus comment ça s'appelle, Metal, je sais pas quoi. Enfin, c'est bref, vous aurez compris. C'est Death Metal après, non?
Oui, voilà, à m'écouter et puis à nous écouter, que c'est pas quelque chose qu'on suit, qu'à fortiori moi je suis avec beaucoup d'assiduité parce que on est dans les gros délires, les grands combats avec 300 personnages. Enfin, moi, c'est vraiment des trucs qui me parlent pas trop. Et appeler ça épilogue quand c'est pas du tout un épilogue. Voilà, avant Death Metal, bon, c'est pas ce qui m'a le plus intéressé, mais ça n'empêche que le début au moins est pas mal puisqu'on parle de Batman et Superman qui essaient de se reconstruire. Alors avec tous les secrets qu'ils avaient accumulés dans les derniers numéros, ils avaient fini par s'aliéner l'ensemble des autres super-héros. Et donc il faudrait qu'ils réapprennent ensemble et chacun dans leur coin à regagner la confiance des autres. Donc ça c'est quelque chose qui était assez fin justement dans une continuité qui est juste une succession de gros délires cosmiques. Avoir ces numéros avec un peu plus d'intériorité, c'était vraiment bienvenu. En plus, c'était vraiment super bien dessiné, ça faisait vraiment plaisir. Et après, bon ben ça devient ça devient un peu la catastrophe quoi. C'est dessiné de plus en plus mal. On a notamment Steve Epting qui est vraiment en toute petite forme pour raconter une espèce de grosse bataille finale entre Luthor et son équipe et le Batman qui rit. Et c'est une bataille c'est super moche. Les fonds sont pas du tout détaillés. C'est long, c'est pas intéressant. Luthor et Batman qui rit rencontrent Perpetua. Enfin, c'est vraiment. Enfin voilà, moi ça m'a vraiment pas parlé. En fait, je ne comprends pas pourquoi quelque chose qui est supposé être aussi important pour toute la redéfinition du DCverse n'a pas été plus soigné. Parce qu'en termes de caractérisation de personnages, d'enjeux des combats et de graphisme, j'ai vraiment trouvé ça régulièrement brouillon. Et c'est assez fou parce que c'est supposé être les comics les plus importants du moment pour tout DC. Et ça, clairement, enfin pour moi, ça n'a pas bénéficié du soin que ça aurait dû. Et Peut-être une question de temps. Peut-être. Probablement, mais enfin là on a des fascicules qui sont scénarisés tantôt par James Tynion of the Force, tantôt par Joshua Williamson. Et, au dessin on a Epting, Marquez et Fernandez parce qu'évidemment bon là on compile des trucs qui en fait enfin c'est une catastrophe. Enfin on sait comment ça fonctionne chez DC Comics. Il y a 50 séries différentes qui publient des trucs qui en fait avancent dans la même continuité et du coup Urban doit essayer de synthétiser tout ça dans leur volume en essayant de prendre un numéro par-ci, un numéro par-là, sauter un numéro par-là pour essayer d'en faire un truc un peu cohérent collé d'un coup, ce qui fait qu'on a des dessinateurs différents, des scénaristes différents, mais que c'est supposé se suivre un petit peu. Enfin, heureusement, c'est plus facile à suivre pour le coup en français qu'en anglais, donc on a de la chance que Urban nous fasse ce boulot-là, mais ça peut créer une certaine impression d'incohérence et enfin moi ça m'a vraiment blasé. Mais je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup cette manière de créer des enjeux cosmiques et qui aiment beaucoup le personnage de Perpetua qu'on appelle régulièrement Dieu dans ce comics parce qu'elle est supposée être omnipotente. Simplement, bon, bah, moi, enfin, personnellement, j'ai un peu l'impression que c'est le 50e personnage super vilain omnipotent qu'on nous introduit ce mois-ci et que il y en a 3000 par an et qu'à chaque fois les super-héros finissent par les battre et bon, je vois pas forcément pourquoi on s'intéresserait plus à elle qu'à d'autres alors qu'on sait que sous ces dehors de soi-disant omnipotence, les super-héros vont réussir, on sait pas trop comment et par quel miracle à la battre et qu'on va revenir un peu à la normale après. Donc bon, ma foi. Ouais. Si au moins c'était vraiment bien dessiné, ou si vraiment ça mettait bien en valeur les héros, comme c'est le cas dans le premier fascicule de ce numéro-là, ce volume-là, pourquoi pas? Mais là, c'est vraiment pas du tout le cas, donc voilà. Moi, en tout cas, c'est pas pour moi, et je trouve que même pour une personne qui aime ce genre de comics cosmiques, ça aurait pu être plus réussi, mieux écrit et mieux dessiné que ça. Ouais, tu ne le vends pas très bien. Non, après, On aura compris que c'est vrai que ça reste dans la même lignée un petit peu de tout cet univers-là auquel je pense que tous les trois, on n'a pas forcément hyper accroché. Alors on aime bien, mais c'est vrai qu'il y en a peut-être un peu trop en ce moment. Et du ouais, coup, c'est toujours le même problème, c'est qu'après un numéro qui s'appelait Doom War, en fait, on ne racontait pas tout à fait la Doom War, donc on est obligé d'acheter Doom War épilogue qui est supposé raconter la fin de la Doom War, mais en fait, c'est juste un numéro de transition avant Death Metal, et j'ai pas encore lu Death Metal, mais est-ce que ça sera juste la transition vers autre chose ou pas? Enfin, finalement, on aimerait bien avoir une fin pour pouvoir apprécier l'ensemble, un peu comme Doomsday Clock, où quand on lit que que des petits bouts, on a du mal à apprécier la vision d'ensemble. On aimerait bien que ça finisse un jour et en fait à chaque fois on essaie de nous faire croire que c'est la fin parce que c'est la fin des infectés mais en fait c'est Metal qui commence, enfin à chaque fois c'est un épilogue mais en fait c'est juste une transition, finalement on ne sait jamais quand ça va finir, à quoi s'accrocher et ça inspire pas forcément l'envie de poursuivre, enfin je trouve. ouais, mais comme dirait la chanson, l'envie d'avoir envie. Mais, C'est ça. Donc on mais verra quand on arrivera enfin à la fin, peut-être que ça donnera envie de réapprécier l'intelligence de tout l'ensemble, mais là ça va tellement dans tous les sens qu'on se demande même si les scénaristes savent exactement
où ils veulent aller, ou est-ce qu'ils veulent juste faire durer parce que ça vend bien. On verra. Ouais, c'est un peu compliqué. Et puis c'est vrai que comme tu dis, il y a toujours une série derrière. Il y a toujours un truc qui vient compléter, puis un truc en parallèle, puis un truc à côté, puis un autre truc qui vient derrière. Et puis lui, en fait, il y a un autre truc, mais il se passait entre celui-là et celui-ci. D'ailleurs, pour aider un petit peu les lecteurs, Urban a créé une mini-frise chronologique pour placer un petit peu tous ces récits-là du multivers noir. Batman qui rit, etc. Donc je vais remettre cette frise qui a été complétée depuis, on en avait déjà parlé dans d'autres récits, j'en avais mis une, mais depuis elle a évolué forcément. Donc je remettrai cette frise dans notre article, donc en ligne sur batmanlegend.com, qui accompagnera la sortie de ce podcast, et puis comme ça vous pourrez voir où se situe ce récit, et surtout qu'est-ce qui arrive avant et qu'est-ce qui est prévu après. Et bon, vous l'aurez compris, nous c'est pas forcément ce qu'on vous conseillera le plus, en tout cas pas ce mois-ci. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous allez lire le mois prochain, en tout cas le mois qui est en cours, le mois de novembre. Alexandra, est-ce que tu as fait ta petite liste de lecture du mois prochain et quel est ton must-have du mois prochain? D'après toi, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il y a un personnage qui s'appelle Harley avec un personnage qui s'appelle Ivy et ça s'appelle Harley and Ivy. Oh mon Dieu, toi trop fort. J'ai vu ce récit-là en regardant les choses apparaître. Donc il y a une autre chose aussi qui me plaît, mais bon, comme je suis un peu fatiguée, j'ai oublié. Mais bon, il y a Harley and Ivy. Côté dessin, je pense qu'on va être au-dessus du niveau que propose depuis un petit moment Amanda Corner avec Rebirth et New 52, parce que c'est une continuité, il n'y a pas eu d'arrêt. Au niveau du scénario, j'ai eu des bons retours du côté de la VO pour ceux qui lisent, mais bon, je préfère avoir mon avis et ça va exploiter un petit peu plus leur relation et notamment mettre un peu plus en lumière Poison Ivy, une chose que j'avais hâte depuis un moment. Donc avoir c'est un personnage qui a pas souvent de rôles principaux dans les récits, quoi. Donc j'espère qu'elle va pas être que la seconde entre guillemets d'Harley et qu'elle aura un poids, mais c'est ce qu'on va voir prochainement. Tout à fait. Et Siegfried, pour toi, il y a pas énormément de sorties, hein. Le mois prochain sera plus calme. Ça va nous faire bizarre parce qu'après des mois qui ont été extrêmement denses, on avait du mal à tout faire tenir en une heure. Il y a pratiquement pas grand chose. Moi je recommande forcément Injustice, mais que j'ai déjà lu parce que ça fait partie de mon corpus de thèse aussi et donc qui reparaît en intégrale le mois prochain. Il y avait pas déjà des intégrales. Enfin, je comprends pas comment sort Injustice, mais enfin voilà, il y aura ça. Et sinon, il y a la Promethea d'Alan Moore qui est très intéressante et que je vais en profiter pour relire. J'avais pas tant apprécié que ça quand j'avais lu la première fois, même si ça fait partie des comics d'Alan Moore absolument passionnants sur la réexploration de l'ensemble de la pop culture en quelques fascicules, donc c'est quelque chose que je vais relire avec plaisir. Et Urban va publier un petit essai qui s'appelle Watching the Watchmen sur Watchmen et un livre états-unien où l'auteur a notamment eu accès à beaucoup des pistes inexplorées des scénaristes sur Watchmen, et ça m'intéresse beaucoup puisque bon, encore une fois, Watchmen ça fait partie de mon corpus de thèse et ça c'est des documents auxquels on n'a pas forcément accès puisque là en l'occurrence ce sera des documents de première main recueillis par l'auteur par Chip Kidd et Michael Hassel, et donc ça m'intéresse évidemment particulièrement. Bah oui, ça rend beaucoup d'Alan Moore, quoi. Non, c'est un petit peu l'ambiance Alan Moore entre les Watchmen et Promethea. Et moi, si je dois compléter, allez, je vais dire, il y a Death Metal qui sort. Je vais dire Death Metal parce que en Batman, il n'y a pas grand-chose après, donc je vais rester sur du Batman et je vais dire Batman Death Metal, même si j'ai une petite curiosité pour le Suicide Squad de Tom Taylor qui arrive en France. Ah oui. Oui, c'est vrai. Par contre, pour parce que je crois que ça a coupé et que vous m'entendez pas, donc j'ai parlé toute seule. Ah, d'accord, ok. Pour les super récits que mentionnait Siegfried, c'est à la fin du mois, donc faut voir s'il y aura toujours exactement, tu as bien fait parce que normalement c'est censé s'arrêter cette semaine, mais c'est pas très clair, donc faudra qu'on fasse effectivement, il faudra voir, en tout cas suivez sur les réseaux sociaux les annonces des différents éditeurs, notamment Urban Comics, pour vos sorties du mois, parce qu'effectivement confinement oblige, ça devient de plus en plus compliqué et on risque de ne pas avoir forcément les sorties normalement celles de fin de mois
Promethea, normalement, n'est pas censé sortir. À partir les infos que j'ai eues. Donc, mais je sais pas, c'est à partir de quelle semaine. Après, Promethea, c'est prévu pour le 27 novembre, donc si c'est... Donc, dernière semaine, c'est sûr qu'il n'y a pas, alors. eh ouais, donc ça va être compliqué. Cette Bon, semaine-là, il n'y a pas. ok. Ok, malheureusement. Donc bon, nous, on vous tiendra au courant, et du coup, peut-être que on fera quelque chose de un peu plus particulier pour nos bat reviews du mois prochain, parce que pas sûr qu'on ait accès donc aux prochaines lectures. Ouais. Sur ce, merci Siegfried, merci Alexandra pour votre présence sur ce podcast ce soir. Merci également à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à nous laisser vos avis dans les commentaires sur nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Le prochain sera un Bat Talk dont le thème n'a pas encore été sélectionné parmi l'équipe. Faut pas le dire, voyons, faut pas le dire. Ça fait des mois qu'on sait exactement ce qu'on va faire avec qui, Exactement, évidemment. on a planifié ça depuis des mois et on a hâte de vous le dévoiler. À très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Au revoir.